Mon père, Laurent Leroy, dirigeait un petit garage automobile appelé le Garage Leroy après avoir quitté son poste de professeur de technologie quand j'avais environ 6 ans. C'était le genre de type qui croyait sincèrement que la sueur était une preuve de valeur et que le travail acharné résolvait tout, mais seulement quand cela venait de certaines personnes. Il avait toute une philosophie sur le fait de gagner sa place dans le monde par le courage et la détermination. Bizarrement, cette philosophie ne semblait s'appliquer qu'à une seule de ses filles. Ma mère, Sylvie, tenait les finances de la famille comme elle gérait ses émotions, dans des colonnes bien nettes, sans place pour l'erreur et certainement sans place pour les choses qui ne rentraient pas dans ces catégories prédéfinies. Elle travaillait à temps partiel comme comptable pour des artisans locaux, ce qui lui donnait juste assez de flexibilité pour assister à absolument tous les événements de Chloé tout en étant toujours trop occupée pour les miens. Et puis il y avait Chloé, ma petite sœur, de très exactement 2 ans et 3 mois ma cadette. Leur enfant miracle absolu à tous points de vue. Jolie, de cette façon naturelle et sans effort que certaines personnes possèdent tout simplement. S'exprimant naturellement bien sans même essayer. Assez charmante pour que les professeurs sourient quand elle entrait dans la classe. Dans cette maison, chaque compliment convergeait vers elle comme la lumière trouvant sa source, comme si elle avait sa propre force gravitationnelle qui aspirait toute l'attention positive dans son orbite. J'ai appris très tôt, probablement vers l'âge de 7 ou 8 ans, que ma place dans l'écosystème familial était la chaise pliante au bout de la table à manger. Vous savez, cette armature métallique étroite, froide pour s'asseoir, aux pieds perpétuellement bancals, facile à replier et à ranger dans un placard quand de vrais invités qui méritent les vrais meubles arrivent. Le favoritisme n'était pas subtil, pas du tout. Quand Chloé a eu 16 ans, nos parents lui ont organisé une fête d'anniversaire immense qui était pratiquement un événement de quartier. Ils lui ont acheté un scooter Vespa d'occasion. Rien d'extravagant, mais il était fiable et avait peu de kilomètres, et ils ont attaché un vrai ruban rouge autour du guidon comme si elle avait gagné une sorte de prix. Maman a invité la moitié du voisinage. Papa a fait griller des merguez et des brochettes pour ce qui semblait être 40 personnes. Et ils ont pris environ 1000 photos de Chloé brandissant les clés et posant à côté de son 2 roues. Je me souviens d'être resté dans le jardin pendant cette fête, regardant tout le monde la féliciter et pensant, c'est à ça que ressemble l'amour dans cette maison. Public, bruyant, théâtral. Pour mon 16e anniversaire, qui tombait un mardi cette année-là, j'ai eu une carte cadeau Fnac de très exactement 25 € et la réplique classique de maman, prononcée pendant qu'elle faisait la vaisselle, « Tu adores lire, n'est-ce pas ?» Je me suis dit que ce serait parfait pour toi. J'adorais lire, c'est vrai. Les livres étaient fondamentalement mon échappatoire à la réalité. Mais ce que j'aurais aimé encore plus, c'était le fantasme qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, ils me voient comme autre chose que l'enfant brouillon qu'ils avaient eu avant de comprendre comment être de bons parents avec Chloé. Les différences s'étendaient à tout. Chloé avait de nouveaux vêtements à chaque rentrée scolaire, tandis que je portais les habits récupérés de nos cousines. Sa chambre a été redécorée 2 fois pendant le lycée. La mienne a gardé le même papier peint délavé de quand j'avais 6 ans. Quand Chloé a été sélectionnée pour le championnat régional d'équitation, nos parents ont conduit 2 heures pour assister aux compétitions et ont installé une vitrine dans le salon pour ses flots et ses médailles. Quand je suis arrivé 3e aux Olympiades nationales de mathématiques, papa a dit « C'est bien », sans lever les yeux de son journal. J'ai commencé à travailler à 14 ans. Le magasin de bricolage du coin me payait en liquide pour faire du rangement en réserve le week-end. J'économisais chaque euro. Arrivé en classe de première, je travaillais 20 heures par semaine entre le magasin de bricolage et les cours particuliers de maths que je donnais à des collégiens. Chaque euro allait dans une boîte verrouillée sous mon lit. Le plan était simple. Entrer dans une grande école, choisir une filière pragmatique, me construire une vie où j'aurais de l'importance. L'INSA de Lyon proposait un programme d'ingénierie sur lequel je m'étais renseigné depuis la seconde. J'ai passé des mois à préparer mon dossier via Parcoursup, j'ai obtenu d'excellentes lettres de recommandation de mes professeurs et j'ai tout soumis en octobre. La lettre d'acceptation est arrivée en mars, au printemps. Je me souviens avoir déchiré l'enveloppe et vu le mot « Félicitations » en caractères gras. Pendant une stupide seconde, j'ai cru qu'ils seraient enfin fiers de moi. J'ai été prise à l'école d'ingénieur, ai-je annoncé à mes parents dans la cuisine. Papa lisait le journal. Maman triait des factures. Il m'accorde une bourse au mérite. Ça couvre 60% des frais de scolarité. Je peux couvrir le reste avec un job étudiant. Papa n'a même pas levé les yeux. Nous ne pouvons pas payer pour 2 écoles comme ça, point final. Maman ne s'est pas retournée.
La prépa pour l'école de commerce de Chloé coûte cher. Il va falloir que tu sois réaliste. J'ai travaillé pour ça, ai-je dit, la voix se serrant. Je peux en couvrir la majeure partie. J'ai juste besoin que vous. Alors couvre la totalité, m'a interrompu papa. Tu as 18 ans, Camille. Il est temps d'être indépendante. Chloé a levé les yeux de son téléphone. Elle fait un drame. Les gens vont à la fac publique, c'est très bien. Quelque chose s'est brisé en moi. Vous ne m'avez jamais demandé ce que je voulais. La cuisine est devenue silencieuse. Maman a sorti un billet de 20 € et l'a pressé dans ma paume. Sois indépendante. Puis papa a reposé son journal. Ta sœur a un vrai potentiel. Nous investissons dans ce qui a du sens. C'était ça. Chloé méritait tout. Je méritais ce que je pouvais grappiller par moi-même. J'ai regardé ce billet de 20 € dans ma main, froissé, vieux, à peine de quoi payer une semaine de courses, et j'ai compris avec une clarté absolue que je me tenais dans une maison où je ne serais jamais assez bien. Rien de ce que je ferais n'aurait jamais assez d'importance pour ces gens pour rivaliser avec l'existence sans effort de Chloé. J'ai fait mes bagages le soir même sans le dire à personne. Une seule valise avec des vêtements, des carnets, quelques livres que je ne supportais pas de laisser derrière moi. Ma lettre d'acceptation soigneusement pliée dans la poche de ma veste. J'ai laissé mon téléphone sur mon bureau. Il le payait de toute façon, et je ne voulais pas qu'il me trace. J'ai pris ma boîte d'économie verrouillée qui contenait exactement 347 € après 3 ans passés à travailler à chaque heure libre. Vers 21 h, après avoir entendu mes parents aller se coucher, j'ai descendu ma valise sans faire de bruit, traversé la cuisine et suis sorti par la porte de derrière. Il avait commencé à pleuvoir. Cette forte pluie de printemps qui détrempe tout en une trentaine de secondes. Chloé se tenait à la fenêtre du salon quand je suis passé. La lueur chaude des lumières de la maison l'éclairait à contre-jour comme une sorte de tableau, tout en dorure et en confort. Nos regards se sont croisés à travers la vitre l'espace d'un instant. Elle n'a pas fait de signe de la main, n'a pas crié, n'a pas essayé de m'arrêter ou de me demander où j'allais, elle m'a juste regardé traîner ma valise dans l'allée comme si j'étais une étrangère partant après un dîner gênant, qu'elle était soulagée de voir partir. La porte a cliqué derrière moi avec un son doux et définitif. Je suis resté là un moment à me faire tremper, attendant que quelqu'un vienne me chercher. Personne ne l'a fait. C'était la dernière fois que je me tenais sous ce porche en tant que personne vivant là. La première nuit a été une leçon magistrale sur la sensation de froid que peut procurer le métal quand on est seul. Et le monde a bien fait comprendre que vous êtes livré à vous-même. J'ai atterri à un abribus à environ 6 rues de la maison, assez loin pour qu'il ne puisse pas me voir s'il regardait par les fenêtres. Assez près pour que je puisse encore sentir l'odeur de la pluie frappant les mêmes rues où j'avais grandi. Le banc de l'abribus était l'un de ces bancs en métal avec des espaces entre les lattes, soi-disant pour empêcher les sans-abri d'y dormir. Ça ne m'a pas empêché d'essayer. Chaque voiture qui passait m'éclaboussait, et je me sentais physiquement rétrécir, devenir plus petite, disparaître. Le billet de 20 € dans ma poche était déjà humide à cause de la pluie. Je n'arrêtais pas de sortir cette lettre d'acceptation, regardant l'encre commencer à baver sous les gouttelettes, lisant félicitations encore et encore, comme si peut-être les mots allaient se transformer en quelque chose qui pourrait réellement m'aider. À la deuxième nuit, ma valise me semblait peser 1 tonne, et j'ai développé cette toux qui ne voulait pas s'arrêter. À la troisième nuit, mon corps a complètement cessé de coopérer. La fièvre a frappé fort et vite, et tout est devenu flou sur les bords, comme si quelqu'un avait enveloppé la réalité dans du coton. Mes poumons me faisaient l'effet d'être pleins de verre brisé à chaque respiration. Je me souviens d'avoir toussé si fort que j'ai cru que mes côtes allaient se fêler, et le monde a basculé sur le côté comme si on avait arraché les fondations de tout. Les lampadaires au-dessus de moi se sont transformés en halos, puis en étoiles explosives, puis juste en vagues formes lumineuses. Une voix a percé le brouillard qui entourait mon cerveau. Eh bien, toi alors? Ça va? Je n'arrivais pas vraiment à me concentrer sur lui au début. Juste une forme qui s'est lentement résolue en un homme, la cinquantaine, les cheveux grisonnants, portant une veste usée. Il s'appelait Thomas Dubois, ai-je appris plus tard. Un chauffeur routier avec des yeux bienveillants et le regard de quelqu'un qui en avait assez vu pour savoir quand une autre personne était en train de se noyer. Il m'a donné sa veste sans poser de questions, sans exiger de connaître mon histoire, sans juger pourquoi une fille de 18 ans était à moitié inconsciente sur un banc d'abribus.
Il l'a juste enroulé autour de mes épaules et a appelé les secours. Il est resté avec moi jusqu'à l'arrivée des pompiers, et m'a même tenu la main quand j'ai commencé à trembler si fort que je claquais des dents. Les lumières de l'hôpital étaient trop vives. Tout semblait distant et clinique, comme si je regardais cela arriver à quelqu'un d'autre. Une infirmière aux yeux fatigués a clipsé un bracelet à mon poignet et a commencé à poser les questions d'admission. Nom, Camille Leroy, ai-je réussi à croasser. Âge, 18 ans. Adresse. Je l'ai fixé, mon cerveau embrouillé par la fièvre luttant pour former des mots. Je ne pouvais pas lui donner l'adresse de mes parents. Ils avaient clairement fait comprendre que je n'y habitais plus. Je n'avais nulle part ailleurs où aller. Inconnu, ai-je finalement murmuré. Le stylo de l'infirmière a hésité au-dessus de son dossier. Elle m'a regardé avec quelque chose qui aurait pu être de la pitié, de la reconnaissance, ou peut-être les deux. Puis elle l'a noté et est passée à la question suivante. Ce mot a frappé plus fort que la pneumonie qui ravageait mes poumons. Inconnu. Comme si j'avais été rayé de la carte pour de bon, comme si je n'avais jamais eu de place dans ce monde pour commencer. Ils m'ont gardé 2 jours, me gavant d'antibiotiques et de perfusions, surveillant ma fièvre. Je dérivais entre le sommeil et le réveil, ouvrant parfois les yeux pour trouver des infirmières en train de vérifier mes constantes, émergeant parfois au son d'autres patients toussant, pleurant ou appelant à l'aide. Quand je me suis réveillé le 2e matin, me sentant un peu moins proche de la mort, il y avait un gobelet en plastique rempli de jus d'orange sur le plateau à côté de mon lit et un billet de 10 € glissé en dessous. L'infirmière, une autre que celle de l'admission, plus jeune, avec des yeux doux, a remarqué que je le regardais. L'homme qui vous a amené à laisser ça avant de reprendre la route, a-t-elle expliqué doucement. Il a dit que vous en auriez plus besoin que lui. Il a aussi laissé un mot. Le mot était écrit au dos d'un reçu de station-service avec une écriture en lettres d'imprimerie. Tu es plus coriace que tu ne le penses. Utilise ça pour aller quelque part au chaud. Thomas. Je ne l'ai jamais revu, mais j'ai gardé ce mot pendant des années. Ils m'ont fait sortir une fois ma fièvre tombée, avec une brochure pour le foyer des Hirondelles, un centre d'hébergement pour femmes, et des instructions pour consulter un dispensaire si ma toux ne s'améliorait pas. L'assistante sociale qui a traité ma sortie était professionnelle, mais clairement débordée, voyant probablement 5 cas pires que le mien avant la pause déjeuner. Le foyer des Hirondelles était coincé entre une laverie automatique et un prêteur sur gage dans les quartiers de la ville. Le bâtiment avait l'air d'être là depuis les années 70, peinture écaillée, enseigne clignotante, barreaux aux fenêtres du rez-de-chaussée. Mais quand j'ai franchi cette porte, il y avait de la chaleur à l'intérieur. La femme qui dirigeait l'endroit, Martine Blanc, avait peut-être 60 ans, avec des cheveux gris tirés en un chignon pratique et des yeux qui avaient vu toutes les histoires, entendu toutes les excuses, et ne perdait pas de temps à juger. Elle m'a regardé comme personne ne l'avait fait depuis une éternité. Droit dans les yeux, comme si j'étais vraiment là, comme si j'étais une vraie personne digne d'attention. Les règles sont simples, a-t-elle dit en me montrant une petite chambre avec 2 lits superposés, une armoire verrouillable et une fenêtre qui s'ouvrait vraiment. Tu as un lit, un cadenas pour tes affaires et une chance de te reconstruire. Nous demandons 3 choses. Respecter les autres femmes, faire tes corvées assignées et travailler activement à te remettre sur pied. Tu peux faire ça? J'ai hoché la tête, serrant toujours ma valise humide. Bien. Le dîner est à 18 h. Les affectations des tâches sont sur le tableau. Bienvenue au foyer des Hirondelles. Alors, j'ai nettoyé les sols, récuré les salles de bain jusqu'à ce que mes mains craquent et saignent à cause de l'eau de Javel. Plié des draps dans la buanderie qui était toujours trop chaude et sentait la lessive industrielle, passer la serpillière dans les espaces communs, aider en cuisine, trier les dons. Mais le travail me donnait la preuve que j'existais, que j'apportais quelque chose, que je gagnais ma place en construisant vers quelque chose, même si je ne voyais pas encore quoi. Les autres femmes du foyer restaient la plupart du temps dans leur coin, mais elles m'appelaient la discrète parce que je me joignais rarement aux conversations. Je faisais juste mon travail et je me retirais sur mon lit avec n'importe quel livre que j'avais emprunté à la minuscule bibliothèque du foyer. Martine affichait des offres d'emploi sur un tableau communautaire dans la salle commune. La plupart étaient pour des restaurants, du commerce de détail, des services de nettoyage, le genre de boulot qui ne nécessite ni référence, ni vérification des antécédents, ni rien de plus que de se présenter et de travailler. Je consultais ce tableau de manière obsessionnelle, notant les adresses et les numéros de téléphone dans un carnet que j'avais sauvé de ma valise. Un après-midi, environ 2 semaines après mon arrivée,
Martine a épinglé une annonce manuscrite qui a attiré mon attention. Recherche personnelle. Le bistrot de la place. Angle avenue Jean Jaurès et rue Pasteur. Se présenter sur place. C'était le genre d'annonce devant laquelle la plupart des gens passeraient sans même la lire. Basique, informel, rien de spécial. Mais je l'ai vu et j'ai pensé, c'est peut-être là que tout commence. C'est peut-être la première étape pour construire quelque chose. Le lendemain matin, j'ai emprunté une tenue à peu près professionnelle dans le placard des dons du foyer. Un chemisier boutonné un peu trop grand et un pantalon un peu trop court, et j'ai marché les 18 pâtés de maison jusqu'à Jean Jaurès avec des chaussures qui me donnaient des ampoules. Dès la 3e rue, le bistrot de la place était exactement ce que son nom laissait imaginer, un petit resto de quartier qui servait des petits déjeuners et des déjeuners et qui sentait le café fort, le beurre fondu, la graisse et les possibilités. Le genre d'endroit qui ne prétendait pas être autre chose que ce qu'il était. De la nourriture honnête, du travail honnête, pas de blabla. Derrière le comptoir se tenait Nadia Haddad en personne, propriétaire et gérante depuis 15 ans d'après l'enseigne délavée à l'avant. Elle avait peut-être 50 ans avec des mèches grises qu'elle ne prenait pas la peine de teindre. Les manches retroussées au-dessus des coudes et le regard de quelqu'un qui avait tout bâti toute seule et ne s'en excusait pas. Elle m'a jeté un coup d'œil et je l'ai vu faire mon inventaire en environ 3 secondes chrono. Des vêtements de friperie, des chaussures à la mauvaise taille, le léger contour de mon bracelet d'hôpital encore visible sur mon bras même si je l'avais retiré depuis des jours. « T'as déjà fait le service ?» a-t-elle demandé, sans s'embarrasser de politesse. « Non, madame », ai-je admis, car mentir semblait stupide alors qu'elle pouvait clairement lire toute ma situation juste en me regardant. Mais j'apprends vite. Je travaille dur et j'ai besoin de ce boulot. Quelque chose a vacillé dans ses yeux. Peut-être de la reconnaissance, peut-être du respect pour la franchise. Elle a plongé la main sous le comptoir et m'a lancé un tablier qui sentait le vieux café. Bien. Commence par les pots de moutarde. Il colle et les clients s'en plaignent. Si tu tiens la semaine sans démissionner ou faire une grosse connerie, je te mettrai sur le vrai planning. Le SMIC plus les pourboires, ce qui ne fera pas lourd, mais c'est déjà ça. Marché conclu. Marché conclu. Ce soir-là, après mon premier vrai service à essuyer les comptoirs et à apprendre la différence entre un œuf au plat et des œufs brouillés, je me suis tenu à l'arrêt de bus en attendant de retourner au foyer et j'ai réalisé quelque chose d'important. Le silence ne signifie pas nécessairement la défaite. Parfois, c'est juste le son de la reconstruction, brique par brique. Les premières semaines au bistrot de la place se sont enchaînées de la meilleure des manières. Mon corps me faisait constamment souffrir, les pieds gonflés d'avoir été debout pendant des services de 8 heures, les mains à vif d'avoir fait la plonge quand le plongeur se portait pâle. Mon dos protestait chaque fois que je me penchais pour essuyer les tables des banquettes, mais l'épuisement semblait propre. Mérité. Il m'appartenait. Nadia ne gaspillait pas ses mots, ce que j'appréciais. Elle me corrigeait sans lever les yeux. T'as oublié une tâche derrière le distributeur de serviettes. Les clients remarquent ces choses-là. Son ton était rude, mais ses yeux portaient un respect tranquille qui a grandi quand j'ai arrêté de chercher des excuses et commencé à régler les problèmes avant qu'elle n'ait à les souligner. J'ai commencé à vraiment observer comment l'endroit fonctionnait au lieu de juste faire machinalement mon travail. Qui entrait quand? L'équipe du chantier de construction à 5h30 du matin, réglée comme une horloge. La foule des déjeuners d'affaires vers midi. Les buveurs de café de fin d'après-midi tuant le temps avant de rentrer chez eux. Quelles commandes s'accumulaient pendant les heures de pointe? Et quelle fourniture s'épuisait en premier? Le chaos a des motifs si on y prête attention. Les gens pensent que les restaurants sont aléatoires, mais ils ne le sont pas. Il y a des systèmes avec des flux prévisibles, et ces flux tombent en panne de manière prévisible quand on ne les gère pas correctement. À la 2e semaine, je réorganisais les choses sans qu'on me le demande. Les salières remplies et disposées par section. Les condiments triés par date de livraison pour que les plus anciens soient utilisés en premier. Les factures empilées par fournisseur pour faciliter la comptabilité de Nadia. Je gardais tout dans un carnet bon marché acheté au magasin discount d'à côté, suivant les modèles et les inefficacités. Un matin, le camion de livraison a reculé dans la ruelle avec environ 30 minutes de retard. Encore. Le même chauffeur, les mêmes excuses. Il s'appelait Julien Mercier, peut-être 35 ans. Toujours en retard sur son planning et ayant l'air stressé à ce sujet. Désolé. Désolé,
a-t-il lancé en sautant de la cabine. La circulation était un cauchemar et ensuite j'ai dû faire demi-tour parce que l'entrepôt a mal chargé mon camion. C'est bon, les jeux interrompus, me déplaçant déjà pour l'aider à décharger. Les œufs ici dans la chambre froide, la farine là-bas avec les produits secs, les denrées périssables dans le réfrigérateur avant pour qu'elles soient utilisées en premier. Il m'a regardé travailler un instant, puis a souri. T'as un système. Tout fonctionne mieux avec des systèmes, ai-je répondu, parce que c'était vrai. L'aléatoire ne peut pas évoluer. L'organisation, si. Il a ri, mais ce n'était pas moqueur. Tu parles comme mon patron. T'as déjà pensé à faire carrière dans la logistique? Le mot est resté suspendu dans mon cerveau comme une clé que je ne savais pas que je transportais. La logistique. La science qui consiste à acheminer des choses d'un point A à un point B de manière efficace, à temps, sans gaspiller de ressources. Ça avait l'air ennuyeux dit comme ça, mais ça ressemblait aussi exactement au genre de carrière pratique, nécessaire et bien rémunérée qui permettrait de se construire un vrai avenir. Ce soir-là, après mon service, j'ai marché jusqu'à la bibliothèque municipale avant sa fermeture et j'ai commencé à chercher des livres. Gestion de la chaîne d'approvisionnement, système d'inventaire, réseau de distribution, recherche opérationnelle. Je me suis assise à l'une des longues tables avec une pile de manuels et le sentiment grandissant que j'avais peut-être accidentellement trébuché sur quelque chose. Les concepts n'étaient pas seulement intéressants. Ils s'emboîtaient dans ma tête comme des pièces de puzzle que j'avais transportées sans savoir quelle image elles étaient censées former. La prévision de la demande consistait fondamentalement à prédire les comportements des clients, ce que je faisais d'instinct au bistrot. L'optimisation des itinéraires consistait juste à trouver le moyen le plus efficace d'accomplir de multiples tâches, ce que j'avais fait toute ma vie en jonglant entre les cours, le travail et les obligations familiales. J'ai emprunté 3 livres avec ma toute nouvelle carte de bibliothèque et je les ai lus d'un bout à l'autre la semaine suivante. J'ai commencé à prendre des notes, à faire des schémas, à réfléchir à la façon dont ces principes s'appliquaient à tout, de la chaîne d'approvisionnement du bistrot à la distribution des dons au foyer, en passant par le fonctionnement des lignes de bus de la ville. Nadia m'a remarqué en train de lire entre 2 services. C'est quoi tout ça? Un manuel de logistique, ai-je dit en lui montrant la section que je surlignais sur les taux de rotation des stocks, la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Elle a levé un sourcil, mais n'a fait aucun commentaire à part « intelligent ». Cet endroit tourne à la logistique. Une bonne quand j'y pense, une mauvaise quand j'oublie. Au fil des mois suivants, Julien Mercier est devenu un mentor par hasard. Il venait prendre un café pendant sa pause de l'après-midi et finissait par m'expliquer les algorithmes d'optimisation des tournées, les calculs des coûts de carburant, les défis de planification des chauffeurs. Ce type adorait sincèrement son travail, ce qui était rafraîchissant après avoir côtoyé ma famille qui semblait tout détester. T'as un œil naturel pour ça, m'a-t-il dit un après-midi en pointant du doigt un problème de routage que j'avais résolu dans mon carnet juste pour m'entraîner. La plupart des gens ne voient pas l'ensemble. Ils voient juste leur petite partie et supposent que tout le reste est le problème de quelqu'un d'autre. Toi, tu vois le système. Je voyais tout. Peut-être parce que j'avais passé tant de temps à être invisible, j'avais appris à remarquer ce que tout le monde ratait. Les inefficacités, le gaspillage, les décisions stupides qui coûtaient du temps et de l'argent parce que personne ne prenait la peine de penser 2 étapes à l'avance. Environ 8 mois après avoir commencé au bistrot, Julien a mentionné que son entreprise embauchait pour un poste de coordinateur logistique débutant. C'est pas glamour, a-t-il prévenu. Surtout de la saisie de données, du classement, répondre au téléphone, faire du café pour des gens qui gagnent plus que toi. Mais c'est un pied dans la porte, et t'as le cerveau pour ça. J'ai postulé le soir même à la bibliothèque, en tapant mon CV sur l'un de leurs ordinateurs publics. Il était pathétiquement vide. Baccalauréat, 8 mois d'expérience en restauration, aucun diplôme d'études supérieures, aucune formation officielle en quoi que ce soit. Mais j'ai inclus une lettre de motivation expliquant mon auto-formation au principe de la logistique, et j'ai joint un exemple d'optimisation de tournée que j'avais fait pour m'entraîner. 2 semaines plus tard, j'ai été convoqué pour un entretien chez Mercier Logistique, une entreprise de taille moyenne qui gérait la distribution régionale pour des fabricants et des détaillants. Le bureau n'avait rien d'extraordinaire. Un bâtiment industriel dans une zone d'entrepôt. Des néons qui grésillaient. Des sols en lino qui avaient connu des jours meilleurs. Le bruit de fond constant des camions reculant sur les quais de chargement. La directrice des opérations qui m'a fait passer l'entretien était Béatrice Rousseau,
la fin de la quarantaine, avec l'air de quelqu'un qui avait gravi les échelons depuis le sol de l'entrepôt et qui n'avait pas de patience pour les bêtises. Elle a regardé mon CV pathétiquement vide avec un scepticisme évident. « Vous n'avez aucune formation formelle dans ce domaine ?» a-t-elle déclaré platement. « Non, madame, ai-je convenu. Mais je comprends les systèmes. Je peux vous montrer ce que je veux dire si vous m'en donnez la chance. » Elle m'a tendu un porte-bloc avec les plannings de livraison du mois dernier imprimés sur un tableau Excel. « Dites-moi ce qui ne va pas là-dedans. » Je l'ai étudié pendant peut-être 90 secondes. Comparant les heures de livraison aux emplacements, les distances aux affectations des chauffeurs. Puis j'ai souligné 3 choses. 2 itinéraires qui se chevauchaient de manière inefficace et gaspillaient du carburant. Une séquence de chargement qui nécessitait de réorganiser les camions en cours de livraison. Et une lacune de couverture pendant le pic de circulation de l'après-midi qui leur coûtait probablement des pénalités de retard. Les sourcils de Béatrice se sont levés. Elle a regardé le planning, puis moi, puis le planning à nouveau. « Quand pouvez-vous commencer ?» C'était il y a 3 ans. 3 années qui ont absolument tout changé. J'ai travaillé comme quelqu'un qui s'était noyé et qui avait enfin trouvé de l'oxygène. Chaque tâche était une chance de prouver que j'étais à ma place. De démontrer que je pouvais réfléchir, que je valais le SMIC qu'il me payait. Je restais tard, j'arrivais tôt, je me portais volontaire pour les projets dont personne ne voulait parce qu'ils étaient fastidieux, compliqués, ou les deux. Non pas parce que j'essayais de failloter auprès de qui que ce soit, mais parce que chaque problème était un puzzle. Et je n'avais jamais rencontré de puzzle que je ne pouvais pas résoudre si j'y consacrais assez d'attention. Les chiffres avaient du sens. Les systèmes avaient du sens. Les gens n'avaient pas toujours du sens, mais leur modèle de comportement en avait si on les suivait assez longtemps. En moins de 6 mois, j'avais repensé l'ensemble du système de routage à l'aide d'un logiciel d'optimisation gratuit trouvé en ligne, faisant économiser à l'entreprise environ 12% en frais de carburant et réduisant les retards de livraison d'un tiers. Béatrice l'a remarqué et a commencé à me confier des projets plus complexes, plus de responsabilités, me demandant même mon avis lors de réunions avec des gens qui faisaient ce métier depuis 20 ans. En 1 an, j'avais renégocié nos contrats fournisseurs pour l'entretien des véhicules et réduit les coûts de 15%, trouvé un nouveau fournisseur d'assurance qui avait permis une autre belle économie, rationaliser nos procédures de chargement en entrepôt. Et commencer à former les nouvelles recrues parce qu'apparemment, j'étais doué pour expliquer des systèmes complexes d'une manière qui avait du sens. À 18 mois, je gérais directement 3 comptes majeurs. Un distributeur de produits pharmaceutiques, un fabricant de pièces automobiles et une chaîne régionale de supermarchés. Les clients ont commencé à me demander spécifiquement quand ils avaient des questions ou des problèmes, ce qui rendait certains des autres coordinateurs fous, mais faisait sourire Béatrice. « Tu me fais bien paraître », m'a-t-elle dit après une évaluation trimestrielle particulièrement réussie. « Continue comme ça. » J'ai continué. J'ai suivi toutes les formations certifiantes que je pouvais m'offrir et plusieurs que je ne pouvais pas, en les mettant sur des plans de paiement et en mangeant des pâtes pendant des semaines pour couvrir les frais. J'ai étudié les publications de l'industrie, suivi les stratégies des concurrents, noué des relations avec les fournisseurs, les clients et les chauffeurs. J'ai appris que la logistique ne consistait pas seulement à déplacer des boîtes d'un point A à un point B. C'était une question de confiance. Les clients qui ont confiance dans le fait que vous livrerez comme promis. Les fournisseurs qui ont confiance dans le fait que vous paierez les factures. Les chauffeurs qui ont confiance dans le fait que vous leur donnerez des itinéraires raisonnables. C'était une question de timing, de traiter les gens comme s'ils comptaient, de construire des systèmes qui fonctionnaient même quand l'inattendu se produisait. 2 ans après avoir commencé à ce poste de coordinatrice, Béatrice m'a convoqué dans son bureau un mardi après-midi. « Je prends ma retraite l'année prochaine », a-t-elle dit sans préambule, ce qui était son style. J'ai dit à la direction générale qu'ils devraient promouvoir en interne. Je leur ai dit spécifiquement qu'ils devraient te considérer. Toi. La promotion au poste de directrice des opérations est arrivée 3 semaines plus tard avec un salaire qui semblait absurde pour quelqu'un qui était sans abri 4 ans plus tôt. Du vrai argent, assez pour quitter le foyer et m'installer dans un minuscule studio sous les toits. Assez pour acheter des vêtements professionnels au lieu d'emprunter dans les bacs à dons. Assez pour commencer à penser à quelque chose de plus grand. Car voici ce que j'avais appris pendant ces 2 années. J'étais doué pour ça. Mieux que doué. Je pouvais voir les inefficacités que les autres rataient. Concevoir des solutions que d'autres n'avaient pas envisagées.
Construire des systèmes qui fonctionnaient réellement au lieu de juste faire joli sur le papier. Et j'avais aussi appris que travailler pour quelqu'un d'autre, même quelqu'un d'aussi bien que Béatrice, signifiait que mon plafond de verre était prédéterminé. Ma croissance était limitée par la structure de l'entreprise, par les contraintes budgétaires, par des décisions prises dans des salles de conférence où je ne serais jamais invité. J'ai fondé Synergie Logistique dans mon studio un samedi matin avec 8 000 € que j'avais réussi, d'une manière ou d'une autre, à convaincre une banque de me prêter malgré mon manque de garantie. Le business plan était simple. Cibler les créneaux que les gros acteurs ignoraient. Les fournitures médicales nécessitant un contrôle de température fiable. Le matériel de laboratoire qui ne pouvait pas se permettre de retard. Les matériaux urgents où 6 heures de retard signifiaient des millions de pertes. Tout ce qui exigeait une exécution parfaite plutôt qu'une exécution suffisamment bonne. Les 6 premiers mois ont été brutaux. Je travaillais à temps plein chez Mercier Logistique la journée, je bâtissais Synergie la nuit et le week-end, vivant avec 4 heures de sommeil et des sandwichs de supérette, répondant aux appels des clients à 2 heures du matin. Coordonnant les livraisons depuis mon téléphone assise dans la salle de pause de Mercier. Béatrice savait ce que je faisais. Je ne dirai rien à la direction, m'a-t-elle dit doucement un après-midi. Mais quand tu seras prête à sauter le pas, fais-le proprement. N'essaie pas de faire les deux. Le point de bascule est arrivé quand j'ai décroché un contrat avec un réseau d'hôpitaux de la région pour gérer le transport de leurs échantillons de laboratoire. Urgence absolue, température contrôlée, zéro marge d'erreur. Les grandes entreprises de logistique leur proposaient des tarifs ridicules parce que c'était à haut risque. Je leur ai proposé des tarifs justes et j'ai promis une exécution parfaite. J'ai livré parfaitement pendant 3 mois d'affilée. Jamais en retard, jamais un échantillon compromis, jamais une raison de douter de nous. Ils ont doublé leur contrat. C'est à ce moment-là que j'ai quitté Mercier Logistique pour me consacrer à temps plein à Synergie. Béatrice m'a organisé un pot de départ dans la salle de pause avec un gâteau industriel et du soda bas de gamme. Tu vas accomplir des choses incroyables, m'a-t-elle dit, et elle le pensait. Reviens m'embaucher comme consultante quand tu auras besoin de moi. Synergie a grandi plus vite que ce que j'avais prévu. Les clients aimaient le fait que nous répondions vraiment au téléphone à 23 heures lorsqu'ils avaient des urgences. Ils aimaient que les livraisons arrivent exactement à l'heure promise. Ils aimaient que les problèmes soient résolus avec des solutions plutôt qu'avec des excuses. En un an, j'ai embauché mes 2 premiers employés, d'anciens magasiniers plus intelligents que ce que tout le monde croyait, qui avaient juste besoin qu'on leur donne une chance. En 2 ans, nous avions décroché 3 contrats majeurs avec des entreprises manufacturières. En 3 ans, nous générions 2 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. À la 4e année, j'ai dû déménager les opérations de mon appartement vers de vrais bureaux avec un entrepôt. J'ai dû embaucher une vraie responsable de bureau, un dispatcher dédié, de vrais gestionnaires de compte. J'ai dû apprendre à être une patronne plutôt qu'une simple employée douée avec les systèmes. À la 5e année, ce qui nous amène à il y a environ 3 semaines, Synergie Logistique possédait de beaux bureaux en centre-ville, 20 employés et des contrats avec des clients dans 3 régions différentes. Nous venions de signer notre plus gros contrat à ce jour, un engagement de 3 ans avec ce même réseau hospitalier qui nous avait fait confiance au début, désormais étendu pour gérer toute leur distribution de matériel médical. J'avais 3 choses encadrées sur le mur de mon bureau, le bracelet d'hôpital avec la mention inconnue sous l'adresse, le billet de 20 € que ma mère m'avait donné, et le premier gros contrat de Synergie Logistique. Ils étaient là pour me rappeler, non pas le chemin parcouru, mais ce que j'avais bâti littéralement à partir de rien. L'appel est arrivé un lundi matin fin avril. Mon office manager, Inès Martin, a frappé à ma porte avec un CV à la main et une expression qui suggérait qu'elle avait trouvé quelque chose d'intéressant. J'ai reçu une candidature pour le poste de coordinateur de compte. Solide expérience, 3 ans en RP et communication. Une certaine expérience en coordination logistique dans son dernier emploi. Les références ont l'air sérieuses. Son nom est Chloé Leroy. L'air est devenu différent, lourd d'une certaine manière, comme si la pression atmosphérique avait chuté de 10 points en 2 secondes. J'ai gardé une voix parfaitement neutre. Programme-lui un entretien pour mardi. Inès a hoché la tête et est sortie. Et je suis resté là, à fixer ce nom sur l'entête du CV. Chloé Marie Leroy. La même date de naissance dont je me souvenais. Le dernier employeur connu était une agence de marketing à Saint-Cloud. La même ville que j'avais quittée 5 ans plus tôt avec une valise et une lettre d'acceptation détrempée.
Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je me tenais dans mon bel appartement, celui que j'avais gagné, avec des meubles que j'avais achetés moi-même, du chauffage qui fonctionnait, un réfrigérateur qui n'était pas partagé avec des inconnus, et je pensais à ce banc d'abribus il y a 5 ans. À la pluie. À Chloé debout à la fenêtre, me regardant partir. 5 ans que j'avais passé à me construire pour devenir quelqu'un d'ineffaçable. Et maintenant, elle venait à moi pour demander sa chance. La symétrie était presque trop parfaite. Le mardi est arrivé avec une pluie douce et régulière contre les vitres du bureau. Je suis arrivé en avance, j'ai aligné des papiers sur mon bureau qui n'en avaient pas besoin, j'ai ajusté les cadres sur mon mur et j'ai essayé de me préparer à une conversation qui couvait depuis 5 ans. À 9 heures pile, Inès a frappé une fois. Elle est là. Fais-la entrer. Le cliquetis des talons sur le sol poli. Cette même démarche assurait que j'enviais quand elle traversait le couloir de notre maison à Saint-Cloud, absorbant l'attention de nos parents comme la lumière du soleil. La porte s'est ouverte et Chloé est entrée. Elle avait l'air plus âgée. Pas dans le mauvais sens du terme, juste différente de l'adolescente dont je me souvenais. Professionnelle, apprêtée, les cheveux coiffés comme maman avait l'habitude de le faire avant ses concours d'équitation. Un tailleur noir qui coûtait probablement plus cher que mon premier mois de loyer. Elle portait un porte-documents en cuir assorti à ses chaussures. Elle a souri poliment. Le genre de sourire que vous faites aux étrangers que vous essayez d'impressionner. Bonjour. Merci de me recevoir. Bonjour, ai-je répondu d'un ton égal. Je vous en prie, asseyez-vous. Elle ne m'a pas reconnu. Bien sûr que non. La dernière fois qu'elle m'avait vu, j'étais une jeune fille de 18 ans trempée traînant une valise sous la pluie. Maintenant, j'étais assise dans un bureau d'angle, portant des vêtements professionnels, maquillée, coiffée différemment de ce que j'avais jamais été en grandissant. 5 ans dans un contexte complètement différent. Pour elle, je n'étais qu'un recruteur de plus, un obstacle supplémentaire entre elle et ce dont elle avait besoin. Inès a fait les présentations officielles, totalement inconsciente qu'elle racontait des retrouvailles familiales déguisées en réunion d'affaires. Mademoiselle Leroy, je vous présente Madame Camille Leroy, fondatrice et PDG de Synergie Logistique. J'ai observé le visage de Chloé au moment où le nom a fait tilt. Le sourire professionnel a vacillé. Un léger tremblement a parcouru ses mains alors qu'elle ajustait son porte-documents. Ses yeux se sont écarquillés, d'abord confus, puis choqués, alors que les pièces du puzzle s'assemblaient. Leroy a-t-elle répété doucement, comme si elle testait si ce mot pouvait vraiment signifier ce qu'elle pensait. Je lui ai montré la chaise en face de mon bureau. Commençons. Pendant les 10 minutes suivantes, je l'ai laissé dérouler son discours préparé. Elle a parlé de son expérience en communication, de ses compétences en gestion de projet, de sa capacité à coordonner différents services. Chaque mot était répété, peaufiné, le genre de présentation qu'elle avait probablement dû faire pendant ses études supérieures. Je ne l'ai pas interrompue, je n'ai pas réagi, je l'ai juste laissé parler pendant que je prenais des notes et que je la regardais réaliser peu à peu à qui elle s'adressait. Ses yeux n'arrêtaient pas de dériver vers le mur derrière moi. Vers ces 3 cadres, le bracelet d'hôpital, le billet de 20 €, le contrat. J'ai vu le moment exact où la prise de conscience totale l'a frappé. Son visage a perdu toutes ses couleurs. Ses mains se sont mises à trembler légèrement. Parlez-moi d'une fois où vous avez dû gérer un conflit, ai-je dit, d'une voix professionnellement neutre. Elle a hésité, désarçonnée. Eh bien, dans ma dernière entreprise, il y a eu un différend concernant l'allocation des ressources. J'ai dû prendre des décisions difficiles sur qui avait accès à quoi. J'ai essayé d'être équitable, de m'assurer que chacun obtenait ce qu'il méritait en fonction de ses contributions. Je me suis légèrement penché en avant, les coudes sur mon bureau. L'équité. C'est un concept intéressant. Que signifie l'équité pour vous, mademoiselle Leroy? Elle a croisé mon regard et je pouvais voir qu'elle luttait pour maintenir sa façade professionnelle alors que son cerveau hurlait qu'elle était assise en face de la sœur qu'elle avait regardée partir. 5 ans plus tôt. Cela signifie donner à chacun une chance égale basée sur le mérite, a-t-elle dit prudemment. À chacun, ai-je répété. Ou juste à certaines personnes? Elle a eu le souffle coupé. À chacun, a-t-elle murmuré. Tout le monde mérite une chance équitable. Un traitement égal, peu importe qui ils sont ou quel potentiel on pense qu'ils ont. Elle a hoché la tête, incapable de parler.
Je me suis adossé à mon fauteuil. Philosophie intéressante. Dites-moi, mademoiselle Leroy, d'après votre expérience, à quelle fréquence les familles mettent-elles réellement cela en pratique? Camille a-t-elle murmuré. Et entendre mon prénom sortir de sa bouche était surréaliste. Nous sommes ici pour discuter de vos qualifications, ai-je dit calmement. C'est un cadre professionnel. Gardons cela professionnel. Pendant un long moment, elle a été incapable de parler. Ses mains tremblaient vraiment maintenant, tandis qu'elle fermait son porte-document. Je ne savais pas, papa et maman ont dit que tu étais juste parti. Que tu avais choisi de t'en aller. J'ai choisi de m'en aller, ai-je convenu. Après que tes parents ont clairement fait comprendre qu'il n'y avait pas de place pour moi dans un avenir qu'ils construisaient autour de toi. Des larmes ont commencé à perler dans ses yeux. Ils parlent de toi parfois. Dernièrement, plus souvent. Ils regrettent ce qui s'est passé. Je l'ai étudié. Chaque détail de l'ancienne hiérarchie se rejouait dans mon esprit avec une clarté parfaite. Ses fêtes d'anniversaire et mes cartes cadeaux, son scooter Vespa et mon banc d'abribus, ses dîners de célébration et mon bracelet d'hôpital marqué inconnu. Je suis sûr qu'il le regrette, ai-je dit doucement. Les gens regrettent généralement les choses quand ils réalisent qu'il pourrait y avoir des conséquences. J'aurais dû dire quelque chose, a réussi à articuler Chloé. J'ai été lâche. J'ai juste. Je t'ai regardé faire tes valises et je n'ai rien dit. Non, tu ne l'as pas fait. Allez-vous m'embaucher, a-t-elle demandé, et il y avait une véritable peur dans sa voix. J'ai regardé son CV à nouveau. Une expérience solide, des références correctes, des compétences dont nous avions réellement besoin. Si elle avait été n'importe qui d'autre, je l'aurais embauchée sur le champ. Cela dépend, ai-je dit avec précaution. Pouvez-vous travailler pour quelqu'un qui n'a pas été jugé digne d'investissement? Quelqu'un qui n'était pas considéré comme ayant un vrai potentiel? Pouvez-vous recevoir des ordres de la sœur que vos parents ont jetée? Elle a tressailli comme si je l'avais frappée. Je peux essayer, a-t-elle murmuré. J'ai réfléchi à ça. J'ai pensé à la gamine qui avait été sans abri et malade, qui avait nettoyé les toilettes d'un foyer et appris la logistique dans les livres de la bibliothèque. J'ai pensé au chemin que j'avais parcouru et à quel point ce billet de 20 € ne signifiait plus rien désormais. Alors vous commencez lundi, ai-je dit. Coordinatrice de compte niveau débutant. Le salaire est de 38 000 € bruts annuels, avantage standard, 5 semaines de congés payés. Vous serez sous les ordres d'Inès, qui vous formera sur nos systèmes. Nous attendons du professionnalisme, de la compétence et la capacité à suivre les procédures établies. Pouvez-vous faire cela? Elle a hoché la tête, les larmes coulant maintenant. Quand elle a quitté mon bureau 20 minutes plus tard, après que nous eûmes passé en revue la logistique réelle de son embauche, Inès est revenue avec un air confus. Alors, on la prend. Vous êtes sûr? J'ai jeté un coup d'œil à ces 3 cadres sur mon mur. Tout le monde mérite une chance, même les personnes qui vous ont un jour refusé la vôtre. Ce soir-là, après que tout le monde fut parti, je suis resté à ma fenêtre à regarder les lumières de la ville. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro de Saint-Cloud que j'ai reconnu même si je ne l'avais pas enregistré. Maman. Chloé nous a parlé de son nouveau travail. Nous aimerions te parler. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Puis j'ai répondu, il n'y a rien à dire. J'ai une entreprise à faire tourner. Elle a essayé d'appeler. J'ai rejeté l'appel. Elle a envoyé un autre SMS. S'il te plaît, Camille. Nous sommes toujours ta famille. J'ai éteint mon téléphone et je suis retourné regarder la pluie rayer les vitres, pensant au banc d'abribus, au bracelet d'hôpital, et au long et étrange voyage de l'inconnu jusqu'à la PDG. Certaines histoires ne se terminent pas par des réconciliations dramatiques ou des retrouvailles larmoyantes. Certaines se terminent juste par des limites claires, fermes et permanentes qui protègent la vie que vous avez construite des personnes qui ont essayé de la détruire. Chloé a commencé le lundi suivant et je l'ai traitée exactement comme n'importe quel autre employé. Pas de favoritisme, pas de rancune, juste des normes professionnelles et des attentes claires. Elle a travaillé dur, a posé de bonnes questions, a accepté les critiques sans se mettre sur la défensive. Peut-être que le fait de devoir mériter quelque chose pour la première fois de sa vie lui apprenait des choses que nos parents n'avaient jamais pris la peine de lui enseigner. Nous n'avons pas parlé du passé, ce n'était pas nécessaire. Le travail était notre seule conversation.
Mes parents ont essayé encore quelques fois au cours des semaines suivantes. Des appels, des emails, même une lettre arrivée à mon bureau avec la mention personnelle et confidentielle. Je l'ai classée sans l'ouvrir. Quel que soit le processus de guérison qu'ils devaient entamer, ils devraient le faire sans m'utiliser comme catalyseur, comme solution ou comme la personne censée leur pardonner juste parce qu'ils réalisaient enfin qu'ils avaient tout gâché. 3 mois après l'embauche de Chloé, j'ai décroché ce billet de 20 € du mur de mon bureau, je l'ai tenu dans mes mains un instant, froissé, délavé, désormais sans aucun pouvoir. Puis je l'ai passé dans la déchiqueteuse du bureau et je l'ai regardé se transformer en confetti. Je n'avais plus besoin de ce rappel. L'entreprise était un rappel suffisant de ce qui arrive quand vous dites à quelqu'un qu'il ne mérite pas d'avenir et qu'il décide d'en construire un quand même. Parce que tout le monde mérite un avenir. Même ceux à qui l'on a dit le contraire. Surtout eux.